OK, ben alors je vais commencer. Je vais débuter là, pour ceux qui étaient à l'heure. On veut pas prendre trop de votre temps. Alors, bien, bonjour tout le monde. Pour ceux qui m'ont jamais vu mon visage, je suis Annick Lessard, je suis la directrice des ventes chez Monitrol. Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. L'objectif de notre petit webinaire, c'est on veut parler du FarmGuard. Le FarmGuard est un produit de plus en plus en demande au niveau de des producteurs au Québec. Et on reçoit aussi énormément de questions de vous, les distributeurs. Et je pense qu'il est temps de peut-être de se faire une mise à jour, de clarifier certaines questions. Alors, j'ai demandé à Benoît qu'il puisse nous faire une petite formation, une petite présentation pour que vous soyez plus à l'aise à présenter le FarmGuard, à pouvoir être aussi au niveau des soumissions, savoir, OK, qu'est-ce que je dois mettre dans les soumissions et savoir aussi quelles questions poser aux producteurs dans le but vraiment de bien desservir les producteurs au Québec. Fait que c'est un peu notre objectif. Il y a des gens parmi vous qui installent les FarmGuard depuis longtemps. On va peut-être avoir des nouveautés à vous annoncer. Il y a d'autres gens ici qui n'ont jamais installé de FarmGuard, mais ça nous fait plaisir qu'ils puissent être distributeurs dans leur région. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec Benoît pour la présentation. Oui, je vais partir ça. Tout le monde voit l'écran? Ça fonctionne? Excellent. Fait que, moi, la plupart du monde me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, je travaille en R&D là, pour Monitrol depuis plusieurs années. Je les ai mis dans la boîte. Merci. Donc, on va faire le tour du FarmGuard. C'est sûr que c'est un survol des grandes lignes, puis après ça, on regardera s'il y a des questions. On peut commencer. Il y a le premier modèle qui est le standalone, c'est l'unité qui fonctionne par lui-même, c'est-à-dire que lui, on a une unité centrale ici, le FarmGuard, où ce qu'on vient connecter après ça, tous nos modules EPS. Ce module-là contrôle jusqu'à 24 panneaux électriques qu'il peut superviser. Donc, on peut utiliser les 6 ports de communication pour connecter soit des EPS1, des EPS4 ou des EPS4T, là, que je vais expliquer un petit peu plus loin. Sinon, on a toujours la possibilité de se connecter sur l'iTouch. À partir de la version, je pense, 44 de la configuration, on est capable de mettre jusqu'à 8 EPS sur un iTouch. Donc, on est capable de monitorer jusqu'à 32 panneaux avec le iTouch. La grosse différence entre les deux modèles, c'est qu'il y en a un que les alarmes, tout est indépendant. Quand tu contrôles l'unité pour le FarmGuard qui est tout seul ici comme ça, ben lui, c'est plus facile à gérer la supervision électrique. Tandis que quand on tombe sur le iTouch, ben là, lui, il y a les autres alarmes qui sont gérées. Sauf que tout ce qui touche les alarmes de supervision électrique, même si tu mets l'alarme à off sur ton iTouch, la supervision continue tout le temps d'être monitorée. Pour les CT, on a différents, là, les transmetteurs. On a deux modèles distincts. C'est qu'on a les modèles fixes, ça veut dire qu'ils ne s'ouvrent pas. Puis on a les modèles qui s'ouvrent, qu'on vient revisser avec une vis pour mettre autour des fils. Donc, le modèle qu'on peut ouvrir, on peut l'insérer sans couper l'électricité. Tandis que le modèle qui est fixe ici, il faut absolument défaire les fils des logs puis passer les fils à travers. Je vais rentrer dans le détail un peu plus tard quand est-ce qu'un modèle ou l'autre peut être utilisé. Ici, dans le cas de l'installation, à l'installation, il y a toujours 3 fiches qu'il faut remplir. Il y a la fiche d'information sur le client. La fiche d'identification, celle-là nous permet à nous d'avoir l'information complète de qu'est-ce qui est installé avec les numéros de série, mais surtout aussi pour construire la vue puis l'accessibilité après ça qui va être sur FarmQuest. Donc, c'est avec ça, nous autres, puis c'est ce qui nous permet aussi de bâtir le certificat. Si on n'a pas la fiche d'identification, on n'est pas capable de fournir l'information nécessaire pour l'assureur qui va aller avec le certificat. Fait que, ces 3 formulaires-là sont quand même importants à être remplis. C'est sûr qu'on va peut-être trouver une façon de les améliorer avec le temps, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est un requis à chaque installation. Puis, il y a la fiche ici pour l'installateur. Nous autres, ce qu'on va regarder, c'est le numéro d'RBQ, s'il est valide, le nom de l'électricien, puis s'assurer juste que la validation a été faite à l'installation.
Pour toute installation, ben, c'est sûr que ceux qui en ont fait plusieurs sont capables de se débrouiller tout seuls, mais sinon, il y a toujours quelqu'un chez Monitrol qui peut supporter soit le service, soit ça va être moi, soit ça va être Frédéric pour l'installation. Tout ce qui est le paramétrage, c'est limité soit à l'électricien ou à l'installateur. Ça, c'est des informations que le client ne doit pas être capable de modifier. Donc, c'est pour ça qu'il y a un code sur le contrôle qui fonctionne par lui-même ou soit le high touch. Le client, lui, a accès seulement aux données en lecture. Donc, il ne peut pas modifier les niveaux d'alarme. À chaque fois que l'installation est terminée, ce qu'on demande, c'est une période d'évaluation de 16 jours. C'est que sur les 16 jours, on regarde les niveaux de courant, puis on s'assure qu'ils respectent le standard établi. Puis si ça, c'est rencontré en dedans de 16 jours, ben, après ce moment-là, le certificat va être émis. Pour ce qui est des certificats, puis toutes les documentations, ça passe par une adresse, là, c'est certificat en commercial, je pense, farmguard.ca, là, mais ça, on pourra l'envoyer plus tard l'adresse, mais toute information ou tout ce qui doit être envoyé par cette adresse-là, puis tout retour va être passé par la même adresse. Donc, c'est toujours le même lien qui est utilisé pour transmettre les informations ou recevoir le certificat. Ça, c'est pour le modèle qui fonctionne par lui-même. Donc, il y a possibilité d'avoir 3 relais distincts d'alarmes séparés ou on peut tous les relier ensemble pour avoir un seul contact. Donc, ça nous permet d'avoir les différents types d'alarmes. Si on va avoir les déconnexions, si on va avoir des alarmes de température ou des alarmes de courant. Donc, on est capable de séparer les 3 types d'alarmes. Sinon, on a le PS1. Lui, ce qui sert, c'est surtout à monitorer un panneau électrique. Donc, on peut avoir une température de chambre, une température de panneau, puis on va avoir un détecteur de courant qui va être installé dans le bas du panneau. On a aussi le e-détecteur où c'est une entrée multiple. C'est que lui fait juste lire un contact sec. Donc, peu importe, ça peut être un détecteur de fumée, ça peut être un détecteur de panneau pour savoir s'il est alimenté ou pas. On peut rajouter ça sur le bornier ici, puis être capable de suivre si tout est beau pour les détecteurs de fumée aussi dans le bâtiment. Le PS4, c'est comme un peu le même produit que le PS1, à l'exception qu'on va faire x4 pour les températures de panneaux, puis les courants qu'on peut lire dans les panneaux électriques. La seule importance quand on installe ce module-là, c'est toujours à partir du 1, 2, 3, 4 pour les sons, puis la même chose pour les courants, les sensors de courant. On ne peut pas sauter au deuxième, sinon on va toujours avoir des fausses alarmes pour le premier. Parce que quand on les active, on dit le nombre qu'on active, donc on ne dit pas lequel qu'on a activé, donc il faut toujours prioriser du premier vers le quatrième pour l'activation. Sinon aussi, on a le PS4T. Lui, ce qui permet, c'est d'avoir seulement 4 températures. Donc, il n'y a pas de courant avec celui-là, mais quand on a souvent des sous-panneaux où on a besoin d'aller monitorer juste une température dans un sous-panneau, puis qu'on manque d'espace avec le PS4, puis qu'on n'a pas besoin de courant, bien, ce module-là va revenir moins cher. Donc, on peut ajouter des EPS4T pour aller chercher juste une température de pièce plus 4 températures de panneau. Dans l'image ici, on voit un peu là, ce qui est une installation typique. Fait que ce qui est beaucoup demandé par l'assureur, c'est de monitorer l'entrée électrique. Après ça, ça va être tous les panneaux principaux. Puis dans le cas ici, quand on a un sous-panneau, ça va être juste une température qui va être demandée. Fait que dépendant comment l'installation va être faite, bien, si on a plusieurs panneaux ou les couteaux ici ne sont pas nécessairement besoin d'être monitorés. Par contre, si le couteau vient protéger un équipement qui n'est pas protégé par un autre équipement avant, donc dans ce cas-là, il faut mettre un CT là, pour pouvoir savoir lequel, là, surtout quand on parle d'un gros bâtiment qui a beaucoup de stock, bien, on peut se protéger de cette façon-là. Ici, on a un peu un exemple là, quand on marche en 230 volts. Donc, ici à gauche, on a le courant qui va passer dans le line 1 va retourner par le line 2.
Puis on voit que dans l'en bas du panneau, il rentre, il sort du panneau par les deux mêmes conducteurs. Puis on voit notre CT, notre transmetteur qui est placé ici, dont le fil de ground est toujours retiré, qui ne passe pas à travers le beigne. Dans le côté ici, on voit, ça pourrait être que le fil, un des fils s'est détaché, touche au casing du moteur. Ça peut être un fil qui s'est cassé. Donc, dans ce temps-là, si le courant retourne par le ground ou peut retourner par le bâtiment, ben, on va avoir un débalancement, puis c'est ce que là, on va détecter le courant de fuite. Donc, on va voir que le courant qui revient par le ground va retourner ici, il ne revient plus par notre fil noir, notre conducteur noir. Donc, ici, on se trouve en débalancement. C'est de cette façon-là qu'on va être capable de mesurer qu'il y a un courant de fuite. Même principe en 120 volts, donc une lumière ici qui fonctionne correctement, bien, les courants vont retourner in and out par les deux conducteurs principaux. S'il y a un mauvais contact ou un retour qui ne se fait pas à la bonne place, donc on va avoir un débalancement, donc le CT ici va se trouver à mesurer la mauvaise valeur, donc les courants seront plus balancés, fait qu'on va avoir un courant de fuite. Ou sinon, ben, quand on parle souvent de connexions neutres qui peuvent se retrouver un peu partout dans le bâtiment, ben, si le nerd puis le ground se retrouvent à être connectés à un point qui ne devrait pas, donc on va avoir un débalancement, même s'il n'y a pas de défectuosité ici au niveau de la lumière, ben, le courant, il y a deux chemins pour retourner ici. Donc, le balancement qui se fait au niveau du courant du transmetteur dans les deux conducteurs risque d'être débalancé, puis c'est souvent ça qui va causer là, à l'installation, surtout on va voir ça, des troubles de courant élevés. Ici, ça, c'est un lien qu'on pourrait vous envoyer. Ça explique beaucoup comment fonctionne le principe là, pour le feu dans comment le feu peut démarrer avec des courants aussi bas que 300 milli, même 500 milliampères. Puis ici, c'est un peu une installation typique. On voit que tout le temps, les grounds sont reliés à chaque panneau, mais il y a toujours juste un seul point où ce que le ground et le nerd vont être connectés. C'est ce qui nous permet d'aller faire la lecture dans chacun des panneaux, puis de pouvoir lire le courant de débalancement. Tantôt, on parlait des courants transmetteurs qui sont fixes. Donc, quand on tombe dans une condition ici, comme on aurait un bâtiment externe qui est alimenté par un bâtiment de ferme, puis on se retrouve à avoir deux retours au ground ici. Fait qu'on a un retour au ground dans ce bâtiment-là, puis un retour au ground dans ce bâtiment-là. Donc, on va avoir une perte de courant qui va s'en aller vers le garage. Donc, pour éviter ça, on va mettre un CT fixe dans l'entrée principale, puis un CT fixe qui s'en va vers le sous-bâtiment. Les deux CT vont être branchés sur le même bornier dans le PS. Puis un va être branché plus-moins, puis l'autre va être branché moins-plus pour pouvoir être capable de faire une déduction du courant qui s'en va vers le sous-bâtiment qu'on ne veut pas nécessairement protéger. Fait que de cette façon-là, notre balancement va être fait au niveau de l'entrée électrique pour ne pas avoir des fausses alarmes de retour de courant qui ne se ferait pas dans le bon chemin. Ici, c'est ce qu'on parle d'une installation typique. Donc, on va avoir notre EPS avec notre courant transmetteur et puis notre sonde de température qui va être installée dans le haut du panneau. La sonde est faite dans un petit boîtier à l'interne où il y a un aimant. Donc, la sonde s'attache facilement à n'importe quelle partie métallique là, dans un panneau ou de tout ce qui voudrait être supervisé. Et ce qui est bien important à l'installation, c'est de toujours passer le ground à l'extérieur de notre transmetteur. C'est toujours le nerd puis les vivants qu'on va passer, les conducteurs vivants à l'intérieur du transmetteur. Tout ce qui a été fait, donc un ajustement qu'on a fait dernièrement après avoir discuté avec plusieurs compagnies d'assurance, c'est que tous les courants au-dessus de 500 mA vont être transmis. Il y a une nouvelle version de la configuration, la V7, qui est sortie ou qui va être relâchée cette semaine, qui, elle, au lieu d'avoir le 300 mA et plus, va gérer le 500 mA et plus. Donc, toute alarme de 500 mA et plus est transmise et est maintenue aussi. Ça veut dire que dès qu'il y a un 500 mA qui a été détecté puis qui reste plus que le temps déterminé qui est 10 secondes, bien, cette alarme-là va rester tout le temps permanente sur le contrôle tant qu'il n'y a pas une action humaine qui va avoir été faite, donc de réinitialiser ou de remettre à zéro cette alarme-là
pour être sûr que toutes les alarmes sont bien transmises, puis d'être sûr que l'alarme est gérée. Au niveau du FarmGuard, que ce soit sur l'iTouch ou dans le module qui fonctionne indépendamment, on a plusieurs niveaux d'alarme. Il y a le 500 mA et plus, il y a le 1 ampère et plus, il y a les températures critiques élevées, il va y avoir les températures différentielles avec la pièce, toute défectuosité de modules, de sondes débranchées, de transmetteurs qui peuvent être coupés ou le fil est endommagé ou qui ne fait plus de signal. Une alarme va être transmise aussi pour indiquer qu'il y a un problème avec le système aussi. Pour ceux qui le voudraient, l'option 300 mA va quand même rester dans la version V7, mais par défaut, elle va être à off au départ, puis elle va pouvoir être activée par la suite. Surtout peut-être au moment du diagnostic ou au moment du démarrage, si on veut juste monitorer ce qui se passe entre 300 et 500 mA, ben, l'option est toujours là. La seule différence, c'est que cette alarme-là n'est jamais maintenue, fait qu'elle peut monter et descendre. On va juste avoir une transmission transmise, mais on n'aura pas d'alarme maintenue sur le contrôle. Et avec Benoît, juste pour clarifier, pour être certain, là, c'est qu'avant, on avait une alarme qui était maintenue à 300 mA. Exact. Pourquoi qu'on est rendu à 500? Comme j'expliquais, c'est que les assureurs nous ont déterminé qu'à cette heure, eux autres, c'était 500 mA et plus qui supervisaient. En bas de 500, pour eux autres, il n'y avait pas d'importance là, à partir de maintenant là, pour ce qui est des courants. Puis juste pour ajouter à Benoît, c'est qu'avant, on avait une difficulté à obtenir de l'information des assureurs. On n'était pas capable ils n'étaient pas capables de nous dire une valeur, mais là, ils se sont entendus, puis on dit OK, on s'entend pour le 500 mA. Fait que tout le monde, on va être sur 500 mA, on va avoir un alarme. Exact. Fait qu'on va être au même niveau que tous nos compétiteurs pour ce qui est du niveau d'alarme qu'on supervise. Mais pour ceux qui veulent, le 300 est toujours là. Puis si on rentre en bas du 300, ben, on peut toujours l'activer quand même parce que si jamais on a une ferme puis tout est idéal, puis on est à 100 mA puis tout fonctionne bien, ben, on peut activer le 300. Fait que donc, si on reçoit une alarme entre 300 et 500, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui commence à être défectueux. Fait qu'on peut faire de la prévention. Mais pour ce qui est des courants pour les assureurs, ça va être le 500 mA qui va être tenu compte. Et puis c'est qui va dire c'est du 500 ou du 300 mA? Ben, ça, c'est à l'installation, là. C'est la personne qui veut décider. Si, mettons, parce que je pense qu'avec Maxime pour RCA, lui, il voulait continuer d'utiliser le 300 mA pour certains jobs pour faire de la prévention. Donc, lui peut l'activer, mais par défaut, ça ne sera pas activé dans le module. Donc, ça va tout 500 mA pour tout le monde. Est-ce que ça va être indiqué sur le formulaire? Ben non, ben ça, nous autres, c'est juste pour le certificat ici. Nous autres, c'est à l'interne là, que c'est géré pour le 500 mA pour le certificat. OK. Nous autres, on ne tiendra pas compte le certificat des 500 mA et moins. Là. On ne fera pas deux gestions, mais si quelqu'un veut faire de la prévention, l'option est toujours là pour l'activer. En gros, c'est pour détecter des appareils défectueux, ça pourrait être des mauvais branchements, des mauvais contacts. Ça peut détecter plusieurs phénomènes qui pourraient arriver dès qu'il y a un débalancement dans le courant dans les conducteurs. Tout ce qui est perte de communication avec Internet, les modules EPS, les courants, les CT déconnectés, tout ce qui est défectuosité ou qui ne fonctionne pas bien aussi, il y a une supervision qui est faite à toutes les heures. Il y a une auto-validation qui est faite sur chacun des modules EPS, puis il va nous transmettre aussi s'il y a une défectuosité. Donc ici, comme on dit, c'est à peu près une moyenne, là, mais c'est pour une installation standard à peu près. Là. C'est un bâtiment moyen ou deux bâtiments, dépendant comment c'est fait. Mais si tu n'as pas un high touch, ça va être un petit peu plus cher que si tu as ton high touch déjà dans le bâtiment. La seule chose qu'il faut faire quand tu as déjà ton Genius High Touch, c'est de s'assurer d'avoir la dernière version de la configuration installée pour être capable d'activer les modules. Benoît, je vais profiter de cette image-là, peut-être juste revenir. Ici, on voit qu'on a des CT à tous les panneaux électriques et les sous-panneaux, on n'a pas de CT.
est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce que les assureurs nous demandent d'avoir une procédure pour les sous-panneaux? Ou présentement, il n'y a rien, il n'y a aucune procédure? Non, c'est ça, ben, c'est marqué ici, c'est ça que j'expliquais tantôt, là. Ici, c'est marqué, il faut protéger toujours l'entrée électrique, les panneaux principaux, puis les sous-panneaux, ça prend une température. Ou OK, toutes fait des... que si, exemple, notre compétiteur, il va protéger juste l'entrée électrique. Ah, là, c'est avec les assureurs, là. Ah, Nous autres, ce qui a si été je peux- demandé, c'est Optimum. Optimum a demandé, eux autres nous l'ont confirmé à 100 eux autres demandent l'entrée électrique, les panneaux principaux, puis les sous-panneaux de température. Donc, c'est ce qui ressort des assureurs, mais là, par la Dans le suite, fond, comment c'est est-ce que je supervisé? pourrais rajouter quelque chose? Oui, vas-y, Maxime. Allô? Oui, dans le fond, c'est que tu pourrais protéger juste ton entrée électrique pour le courant. Fait que ta supervision de courant, elle pogne tout. Sauf qu'il demande des températures dans chacun des panneaux quand même. Fait que si tu veux, tu peux juste mettre un beigne à l'entrée électrique, un CT. Puis après ça, juste des températures dans le reste avec les EPS 4T. Sauf que les clients aiment mieux avoir quand même des meilleures références sur quel panneau est en problème. Tu sais. Mais tu pourrais le faire comme ça au minimum. Mettons. Parfait. Merci, Maxime. Puis je voyais sur ta dernière feuille là, la garantie. J'avais jamais comme porté attention à ça, mais c'était 2 ans de base, puis tu peux payer un 10 pour 5 ans. Il y a, Benoît, ouais. ouais. Il y en Ouais, a, il y en bon, a c'est qui font ça l'information. ou Hein? il y en a qui font ça de payer ça le 5 ans ou Ah non, il n'y a personne qui l'a fait, là. C'est juste des options qui avaient été discutées, je pense, avec des assureurs là, ici à l'interne, là, entre la direction et certains assureurs, là. OK. Mais à la Mais base, c'est 2 ans. à la base, c'est 2 ans, puis il n'y a jamais eu de demande de faire ça, là, mais c'était une demande d'un assureur à un moment donné, fait que c'est possible de le faire, mais il n'y a pas de plus-value, là. En principe, c'est rare que ça brise en dedans Ouais. aussi rapidement, mais c'est une question d'assureur qui demandait s'il y avait une possibilité d'extensionner. Fait que c'est possible, mais c'est ça, il y a un coût additionnel rendu là. Il y a aussi l'Internet qui est important aussi de parler pour être sûr, là. Fait que pour l'accès à nos données, ben, on peut soit le faire avec l'application. Donc, ça, ce que ça implique, c'est que notre iTouch ou notre unité qui fonctionne par lui-même soit connecté à Internet. Puis la façon de le connecter à Internet, il faut que ça soit connecté par un fil filaire. Donc, ça ne marchera pas par le Wi-Fi. Il faut toujours avoir une connexion solide. Donc, on demande toujours d'avoir au moins un fil H45 de connecté au module pour pouvoir faire la connexion avec Internet. Donc, par l'application FarmQuest View, on peut avoir nos données en temps réel puis voir ce qui se passe. Sinon, on a toujours la possibilité d'aller directement sur le module. Donc, ça, c'est un des gros avantages qu'on a, c'est que toutes les données sont en temps réel. Fait que ce soit le fermier ou l'installateur, les données sont toujours en temps réel. Donc, on peut gérer facilement les problèmes qui pourraient survenir à n'importe quel moment. Donc, on est capable de flipper un breaker off puis d'être capable de voir là, à l'écran directement si ça règle notre problème de courant ou pas. C'est sûr qu'il y a quelques secondes de délai, là, mais on ne parle pas de minutes, là. Parce que dans le Sinon, fond, il faut peut-être le clarifier pour les gens, des fois, qui ne connaissent pas nos compétiteurs. C'est que nos compétiteurs, eux, ça va être des lumières qui vont s'allumer. Fait qu'il faut appeler pour savoir qu'est-ce qui se passe puis il est où le problème. Fait que versus nous, on est capable de le savoir dans quel panneau électrique il est puis régler le problème beaucoup plus rapidement. Fait que ça, c'est un des gros avantages qu'on a par rapport aux compétiteurs. ouais. Sinon, ben, il y a toujours l'accès par FarmQuest, par le browser, là, qu'on peut aller consulter notre système, aller voir l'historique, puis pouvoir voir nos tableaux de bord. Donc, ici, c'est un exemple d'un tableau de bord qui va être fait ici à l'interne. Donc, quand les documents sont envoyés, ben, il y a Frédéric ici à l'interne qui s'occupe de FarmQuest. Donc, lui va venir bâtir la vue pour vous ici, puis tout activer tout ce qu'il faut être mis sur la vue pour que ça soit facile de
savoir quel panneau est où, puis quelle alarme vient de où. Ici, on a le certificat, donc ça, c'est ce qui a été mis à la fin du séjour de test qui va être... c'est le certificat qui va vous être transmis à la fin. Pour la supervision, ben, c'est sûr que le FarmGuard, il surveille 24 heures sur 24. Dès qu'il y a une alarme, surtout à partir de la version 6, est maintenue en constant sur le contrôle. Donc, ça prend absolument une action humaine. Sinon, ben, l'alarme va vous être transmise constamment là, à toutes les 5 minutes. Il y a plusieurs niveaux d'alarme aussi qui sont gérés. Donc, on a 7 types d'alarmes. Donc, les 7 types peuvent être envoyés de 7 façons différentes avec des délais différents. Donc, ça, c'est tout configuré à l'interne. Fait que dès qu'il y a une alarme de 500 mAh, ben, elle va vous être transmise. Puis elle, je pense qu'elle est répétée aux demi-heures. Mais si vous avez une alarme d'1 ampère et plus, ben, vous allez recevoir un rappel à toutes les 10 minutes que vous avez 1 ampère et plus, jusqu'à temps que la correction soit faite. Sinon, pour ce qui est de la supervision, nous autres, on a une supervision qui est faite tous les jours, puis une plus hebdomadaire aussi. C'est qu'on a des rapports à l'interne où on supervise toutes les FarmGuard installées ou tout ce qui est installé. Puis on peut voir le nombre de jours que l'alarme est présente, puis envoyer un rappel au fermier. Puis en même temps, souvent, ça va être au distributeur ou à l'électricien si on le connaît, pour que toute anomalie ne reste pas présente plus que tant de jours dans le tableau, puis qu'on continue d'être protégé à la ferme. Fait que ça, c'est un peu un exemple de rapport de performance qui peut être fourni à la suite là, de l'installation. On commence à avoir certains assureurs qui demandent à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les fermes installées. Donc, ça, c'est un rapport qui va être transmis, là, qui peut être imprimé à partir de FarmQuest, puis qui peut être envoyé directement à l'assureur là, pour qu'il sache qu'est-ce qui s'est passé là, à la ferme. Donc, ça donne un temps moyen de résolution, puis les types d'alarmes qui peuvent être passés à la ferme là, pour un FarmGuard dédié. Ça, corrige-moi, Benoît, mais ça, c'est exemple, si c'est une compagnie d'assurance qui le demande, à ce moment-là, c'est vous qui l'envoyez. Les distributeurs, est-ce qu'ils doivent s'occuper de ça ou c'est notre responsabilité? Ben, nous autres, on ne deal pas avec les assureurs. Ça va être la responsabilité du client, mais c'est sûr qu'on peut donner un coup de main là, avec Fred pour générer le rapport ou montrer où ce qui est le rapport, puis qu'après ça, lui peut le transmettre à son assureur. Mais nous, on n'a Ouais. pas le droit de transmettre d'informations à l'assureur si on n'a pas une autorisation du client et de l'assureur. On ne peut pas partager des données comme ça. Fait que, dans le fond, l'assureur le mentionne aux producteurs qu'ils doivent l'envoyer, exemple, à toutes les semaines ou à tous les mois. Ça, c'est clair quand ils doivent installer Ça, un habituellement, c'est système. une fois par année. Si l'assureur va demander ça avant de renouveler. Ce n'est pas à tous les jours ou à tous les mois qu'il OK, veut ça. Là. c'est beau. Il peut demander un pedigree pour dire ben, je te renouvelle, puis j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la ferme. Est-ce que tu as beaucoup d'alarmes? Est-ce que tu t'en occupes ou pas? C'est surtout pour voir le temps de réponse puis savoir est-ce que l'alarme, ils s'en sont occupés ou pas. C'est surtout ça qui est là. C'est une alarme ici qui dure depuis 400 jours ou 200 jours, ben, c'est sûr que ça peut nuire à son renouvellement. Mais c'est quand même important de dire que c'est eux qui prennent l'autorisation de le transmettre parce que souvent, moi, je me le fais demander, est-ce que les assureurs vont pouvoir avoir accès à toutes mes données en direct? Je dis non, s'ils vous font la demande, ben là, c'est vous qui devez autoriser de transmettre ça. Là, c'est quand même important, je pense. Oui, non, c'est ça. Mais ben, de toute façon, pour tout ce qui est sur FarmQuest puis tous nos contrôles, il n'y a jamais aucune information qui est transmise directement. La seule façon que ça peut être transmis directement, puis le client va être avisé, c'est si on ordre de la cour qu'on reçoit une lettre autorisée, puis on n'a pas le choix. Ben là, c'est sûr que s'il y a une lettre autorisée, mais le client va être dans le boucle, puis il va le savoir. Mais c'est la seule façon qu'on pourrait être obligé de transmettre une donnée. Sinon, ça passe toujours par le client. On ne peut pas transmettre une donnée. Merci. Ça ici, c'est un exemple. Fait que, il y a plusieurs graphiques disponibles par FarmQuest. Donc, on peut aller voir dans l'historique, on peut aller voir dans des rapports. Donc, ça nous dit les courants, à quel moment sont survenus, entre quelle période et quelle période. Fait que ça nous permet de cibler puis de régler les problèmes là,
surtout pour les problèmes qui reviennent récurrents ou pour être capable de donner une heure précise que c'est arrivé. Fait que souvent, on peut associer le pic avec un équipement qui a redémarré dans la ferme, là. Ça ici, c'est un peu certains exemples, là. Ça peut être des panneaux qui ont surchauffé. Fait que ça, c'est un exemple qui était justement avec Maxime, là, que lui avait eu à un moment donné. Il avait eu une alarme ici il avait reçu un message texte pour une température. Puis quand il avait arrivé à la ferme, ben, il y avait une mauvaise connexion, là, je pense, si c'est qui avait été détectée dans la ferme, là. Fait que ça peut être des lampes chauffantes, ça peut être des moteurs remplis d'eau, ça peut être des lumières LED, des ballasts défectueux, un compteur qui surchauffe. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent arriver. Donc, en principe, une fois que le séjour est fait, l'installation est conforme, ben, toute alarme qui survient, c'est souvent à cause d'un problème. Souvent, ce n'est pas nécessairement ce qui va mettre le feu au départ, mais si c'est réglé rapidement, ben, ça peut permettre de réparer des équipements défectueux en prévention avant qu'ils soient trop endommagés. Donc, l'historique de tous les transmetteurs, les températures, tout est disponible à partir de FarmQuest, là, dès qu'on se connecte là, pour avoir l'information. Puis, ben, FarmQuest View, puis par le browser, tout est accessible. C'est ce qui fait un peu le résumé de la présentation, là. C'est bon. Moi, Benoît, je vais poser des questions, je me fais souvent poser. On installe le FarmGuard. On disait tantôt qu'on avait une période de 7 jours, qu'on ne voulait pas avoir d'alarme de plus d'être à 500 milliampères. C'est la responsabilité à qui de régler, exemple, si on est à 600 milliampères? Est-ce que c'est la responsabilité du distributeur ou de l'électricien à trouver le problème? Ben, c'est la responsabilité, c'est le fermier de s'assurer que ça soit corrigé, là. C'est le fermier qui veut le certificat au bout de la ligne. Fait que c'est sûr que le fermier, c'est à lui de faire le suivi, de s'assurer que c'est réglé, mais c'est sûr que ça va passer par un électricien par la suite, là. Je pose la question parce que ça arrive souvent. Ben là, j'ai pas mon certificat. Puis des fois, les compagnies d'assurance nous appellent. Ben là, on l'a pas. Ouais, mais on peut pas faire plus. Il faut que le producteur règle son problème. Fait que souvent, justement, des fois, son distributeur peut le régler, mais souvent, ça va être avec l'électricien. Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que c'est vraiment sa responsabilité. Puis je tenais à le dire parce que je pense que ce petit bout-là n'est pas nécessairement clair. C'est bon. J'ai d'autres questions aussi. Les alarmes, est-ce qu'il doit être envoyé seulement à une personne, un propriétaire à la ferme, ou les assurances nous exigent que les alarmes soient envoyées à plus d'une personne? Ben, comme il est marqué dans le formulaire un peu plus haut, là, on n'a pas rentré dans le détail de ça, mais c'est toujours 2 contacts minimum qui est demandé par les assureurs. C'est pas nécessairement obligé que ce soit le distributeur ou l'électricien qui reçoit les alarmes. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas obligé. Ah non, ça non, c'est 2 contacts qu'il faut que ce soit dans la liste, c'est tout, là. Mais Tantôt, c'est pour ça qu'on ouais. a plusieurs niveaux d'alarme aussi. On a 1 ampère et plus, 500 milli. Fait qu'il y a certains électriciens qui vont se dire qu'à 1 ampère et plus, ben, ils peuvent être transmis, mais avant ça, ils ne l'auront pas. Fait que, ils ne seront pas dérangés pour rien, mais s'il y a des plus grosses alarmes, ils sont capables de le superviser aussi, là. Mais ce n'est pas une obligation, c'est 2 contacts qui sont demandés par l'assureur. Ouais. On a on a un FarmGuard encore qui est installé. L'installation est complétée. Le formulaire, on trouve ça où? Est-ce que c'est un formulaire papier ou c'est un formulaire électronique? Ben, je pense que c'est papier, là. Est-ce que tous les distributeurs l'ont? Est-ce qu'il y a une place qui peuvent aller l'imprimer? Ah, ben là, ça, il faudrait voir avec Chantal. Je ne sais pas s'il est accessible à partir du site web, là, mais en principe, chaque distributeur il a reçu une copie pour ça, là. Non. Chantal, peux-tu répondre? Est-ce qu'on sait qu'il est sur le site du FarmGuard ou À ma connaissance, il n'est pas partagé sur le site du FarmGuard. Je peux l'ajouter. Est-ce qu'on veut le mettre disponible à n'importe qui ou seulement aux installateurs?
Ouais, ça devrait être juste nos distributeurs. Je pense qu'on pourrait envoyer tous les gens. Je pense qu'on devrait plus l'envoyer à nos distributeurs que de le mettre sur le site, non? Parce que le lien que tu parlais tantôt, là, non, c'est ça. Fait qu'on le remplit, puis après, on l'envoie sur le lien. Et l'adresse de ce lien-là, Benoît, est-ce Elle qu'on avait été l'a? envoyée, là, ou ça avait été demandé d'être envoyé, là. Ça, il faudrait voir Ce que je le peux côté faire, c'est, marketing, là. ouais, après la réunion, je vais envoyer une copie de la réunion, de l'enregistrement, puis je répondrai à cette question-là. J'enverrai le lien, plus les documents que tu veux, je les ajouterai dans le courriel. Parfait. Merci. Est-ce qu'on peut utiliser certaines slides comme, comme idée pour pouvoir faire nos pubs? Y a-t-il des choses que vous aimeriez que peut-être on ne mette pas ou par rapport à faire pour la publicité, je parle? Est-ce qu'il y en aurait des slides dans le vidéo que vous aimeriez peut-être, peut-être des choses que vous ne voulez pas que, mettons, parce que il y a certaines choses que c'est quand même assez explicite, puis ça explique vraiment très bien. Là, il est vraiment bien fait, le slide, là. Ça, ben, vous me répondrez quand que... Ben, Ouais. écoute, je vais regarder avec Benoît s'il n'y a pas des informations sensibles. Sinon, Jonathan, je t'enverrai le PowerPoint tout simplement, puis tu feras ce que tu veux avec. Bien apprécié, merci. Après ça, Marc-André aussi aimerait ça, Chantal, avoir le PowerPoint si c'est possible. Ça, c'est qui parle, Marc-André? Oui, exact. Si c'est possible, ce serait bien apprécié. Il est vraiment bien fait. Parfait, pas de problème. Je peux l'envoyer à tous aussi là, sur un Google Doc, puis ceux qui veulent iront le télécharger. Super, merci. C'est Benoît. Je suis content aussi d'entendre ça. Moi, j'aurais peut-être deux petites questions rapides. C'est Patrice. Dans le fond, pour l'installation, les sondes de température magnétique qu'on met dans les panneaux, est-ce que quand on a des couteaux, est-ce qu'il faut les mettre vu qu'il y a une résistance étant la fusible dedans? Plus, ma deuxième question qui n'a pas rapport à l'installation, c'est pour les avertissements. Quand on veut programmer les textos, Rogers Vidéotron ne l'accepte plus. On va-tu avoir une alternative à ça ou c'est juste le email? Ben, pour la première question, pour les couteaux, ce n'est pas obligatoire pour les assureurs là, pour l'instant, d'avoir une supervision. En principe, eux autres, ce qu'ils demandent, c'est que si le couteau est rendu trop vieux ou qu'il ne respecte plus les normes, ils demandent souvent de mettre à jour le couteau pour qu'il protège. Mais il n'y a pas d'obligation à mettre une température dans chaque couteau, là, parce qu'on peut pogner des fermes où il y en a 20 quelques couteaux. Donc, il n'y avait pas d'exigence pour ça de ce côté-là à ce moment-ci, là. Et pour Roger et Vidéotron? Ben, pour Roger Vidéotron, là, on travaille sur l'application FarmQuest View. Donc, l'application FarmQuest View va être capable de transmettre des notifications directement sur le téléphone, là, comme un peu toutes les applications qui vont apparaître dans la page principale. Donc, on va utiliser la façon de notification. Puis, on travaille aussi sur un autre système pour transmettre par SMS, mais de détacher toutes les compagnies aussi de téléphonie, là. Donc, peu importe que ce soit Roger, n'importe qui, on ne passerait plus par eux autres pour transmettre d'une certaine façon. Donc, on regarde, là, on étudie une possibilité là-dessus, mais la possibilité la plus qui va arriver le plus rapidement, d'après moi, ça va être les notifications aussi, là, directement à partir de l'application, là. Fait qu'on va utiliser le service d'Apple et de Google directement pour transmettre, là. Donc, on ne sera plus indépendant d'aucun système téléphonique, là, compagnie téléphonique. J'ai une autre question aussi, Benoît. On a un outil qui valide l'installation. Est-ce que on doit, ce soit l'électricien ou le distributeur doit valider l'installation? Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas d'exigence 100% des assureurs, mais c'est sûr que si l'installation est validée et tout est fonctionnel, bon, on s'évite des problèmes, surtout pour les périodes de séjour. C'est sûr que de valider l'installation, c'est toujours bon, là. C'est une recommandation fortement suggérée, là.
Puis moi, j'aurais une question pour savoir, pour la programmation. Tantôt, tu parlais d'activer les sondes et tout. C'est-tu nous autres qui fait ça ou qu'on vous appelle, c'est vous qui le faites à distance, hein, que l'Internet est dessus? Bon, en tant que tel, ça va être celui qui est à l'installation qui va le faire sur place, là. Donc, Ça, y a-t-il un moyen d'avoir une formation de programmation comme ça aussi? Ou? j'imagine que oui, là, il y aurait moyen de faire de quoi, puis de pouvoir l'expliquer, là. Okay. Ça pourrait être intéressant, ça aussi, cette formation-là, pour être encore plus complet dans nos formations. Je prends note. Tu prends note? Ouais. Moi, je prends pas de note. Une autre question aussi, on a différentes grosseurs de CT. Qu'est-ce qu'un distributeur arrive sur une ferme? Quelle grosseur qu'il doit utiliser, recommander en fonction de? Ben, je pense qu'en moyenne, c'est souvent le 3.1 qui va faire la plupart des jobs, là. Je pense que Maxime, tu peux me confirmer, ça doit être souvent lui que tu utilises aussi, là. Mais c'est souvent lui parce que dans les panneaux, souvent, on manque d'espace ou pour pouvoir fermer la porte en avant, ben, le 3.1 va rentrer juste correct, puis on est capable de fermer sans forcer sur la porte. Mais en moyenne, c'est ça. Mais pour une entrée électrique, on va y aller souvent avec le 5.75, surtout qu'il y a beaucoup d'espace, on ne se cassera pas la tête, là. Peut-être une recommandation qu'on peut faire aussi aux distributeurs. Vous pouvez en acheter de différentes grosseurs. Fait que si jamais il arrive quoi que ce soit, bon, au moins, vous avez toujours un plan B avec vous autres. Puis là, je sais que les modèles de CT aussi vont changer. Ça va rester avec ouvert clippable, mais c'est juste qu'il va y avoir une clip au lieu d'avoir une vis là, qui s'en vient là, OK. pour certains modèles. D'autres questions? Oui, je ne sais pas si tu as parlé par rapport au CT quand on est en parallèle. Là, je pense que c'est important de savoir aussi qu'on ne met pas des splits, il faut mettre des modèles standards. Ouais, ben c'est ça que c'est ici, comme j'expliquais. Ici, c'est ça, là, quand on y va, mettons, c'est ça, entre l'entrée électrique puis notre sous-bâtiment, ben c'est ça, on va y aller avec un fixe. Parce que celui qui ferme, qui clip, ben, des fois, il clip moins bien ou c'est moins la valeur va être un peu plus influencée avec ceux-là qui clippent par rapport à ceux qui sont fixes. Donc, on va suggérer de mettre 2 fixes quand on veut faire une soustraction d'un bâtiment. Puis souvent, bon, on va inverser, ça veut dire que faut que un soit dans un sens du courant puis l'autre dans le sens inverse. Donc, on peut soit le faire par le branchement ou soit en plaçant le CT, la flèche en inverse de l'autre, là. Mais les deux vont se connecter sur le même bornier dans notre EPS, là. On ne peut pas utiliser 2 entrées différentes, là. Si on fait une déduction, il faut que les deux transmetteurs soient branchés sur le même terminal. Dans le fond, tu parlé des fils en parallèle aussi, si on a, mettons, une 400 ampères filée en parallèle. Ben, des fois, souvent, on va être capable de prendre le 5,75 de toutes les ramasser. Mais sinon, s'il faut prendre 2 CT, ben, c'est sûr que là, on peut prendre on peut prendre 2 CT fixes puis les mettre en parallèle sur le même bornier, puis on va être capable de faire l'addition des 2 courants, là. L'important, c'est de toujours utiliser le même bornier quand on fait un branchement comme ça pour être capable de faire l'addition ou la soustraction des 2 transmetteurs. Puis pour le soustrait, on peut s'en mettre plus qu'un. Tantôt, c'est comme genre d'un garage. Mais s'il y a un garage et une maison chez le cultivateur, on peut soustraire 2 fois, c'est pas grave, là. Non, c'est ça, on peut soustraire 2 fois, là. C'est tant on branche tout sur le même bornier. Il faut brancher tout sur le même terminal, puis on est correct, là. OK, il n'y a pas de problème. C'est juste pour être ça. Merci. Après ça, Benoît, au niveau des compagnies d'assurance, avez-vous du nouveau au niveau du développement des compagnies d'assurance?
Bon, on est toujours en discussion avec Intact. C'est supposé d'être cette année que ça va être fait, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de nouveau, là. Pour Puis dans les le autres, fond, Optimum, Promutuel, ça, c'était déjà tout approuvé et tout en marche depuis un certain temps, là. puis c'est ça, Intact, probablement qu'ils vont arriver avec un protocole. Oui, c'est ça. Ils travaillaient sur un protocole pour resserrer les mesures, fait qu'ils étaient là-dessus. Fait que tant qu'ils ne terminaient pas ça, ils n'approuvaient pas d'autres compagnies pour l'instant. Fait que on est en attente d'eux autres, là. Le dossier est encore ouvert, puis on discute avec eux autres régulièrement, mais c'est ça, ça s'en vient. Puis au niveau d'Estrie Richelieu, leur demande, présentement, Ben, ça, pour l'instant, je n'ai pas de développement de ce côté-là, là. que dans le fond, c'est ça, Estrie Richelieu, qu'est-ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir une centrale téléphonique qui appelle les producteurs. C'est ça, Benoît? Oui, ils veulent que quelqu'un appelle physiquement n'importe quelle heure de la journée, n'importe quel moment, là. Fait que c'est ce qui reste à regarder, là. Ça veut dire qu'avec Intact présentement, ça veut dire que si le client installe ça, il n'y a pas de rabais. C'est ça que tu veux dire? Oui, exact. Ils vont dire oui, tu as ça pour te protéger, mais il n'y aura pas son rabais, là. Et puis, même s'il envoie le certificat, ça ne changera rien. C'est bon à savoir, ça. Voilà. Même chose pour Estrie Richelieu, c'est la même chose qu'ils nous disent. Ils disent qu'il n'y aura juste pas le rabais. Fait que, Ils vont être protégés, mais il n'y aura pas le rabais, mais c'est sûr que les demandes C'est peuvent être faites faut- aussi, faut puis des voir, fois, ils peuvent. Des fois, c'est un pouvoir de vente. Parce que tu avais dit, c'est Intact, puis lequel que Annick a dit l'autre assureur? Estrie Richelieu, que présentement, on est en pourparlers pour le faire approuver, là. OK, parfait. question encore, on parlait des formulaires tantôt. Est-ce que c'est la responsabilité du distributeur d'envoyer les formulaires à Frédéric ou c'est le producteur qui doit envoyer le formulaire à Frédéric? C'est une discussion. Nous autres, tant qu'on a les formulaires, là, si le fermier, c'est sûr qu'il va avoir sa certification, il faut qu'on reçoive les formulaires. Peu importe la façon dont c'est envoyé, mais c'est d'avoir les 3 formulaires remplis, là. Fait que peut-être juste s'assurer que quand c'est la job est complétée au niveau du FarmGuard, juste de s'assurer qu'on a vraiment reçu les formulaires, puis après ça, ben, on va pouvoir regarder dans une période d'une semaine si on n'a pas d'alarme. C'est juste pour clarifier le tout, Benoît. Oui. Avez-vous d'autres questions? Non? OK. Fait que c'est ça. Fait que si jamais il y a quoi que ce soit, ben on est là, les représentants, Sylvain, Mario est là. Puis on a Benoît aussi qui est toujours là pour répondre à vos questions. Fait que merci beaucoup. Là, on a eu une petite formation sur le web. La prochaine formation, on va avoir lieu le 8 mai. On va faire une formation en présentiel au niveau du high touch. Alors, cette formation-là s'adresse à tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur l'high touch. On a des options, on va avoir des nouvelles configurations. Alors, on va faire vraiment le tour ensemble, puis on va vous présenter toutes les paramètres et tous les icônes qu'on a sur l'iTouch pour que vous puissiez mieux le comprendre et mieux l'appliquer aux fermes. Cette formation-là s'adresse à tous ceux qui n'ont jamais touché un touch, à tous ceux qui sont habitués d'avoir un touch, de pitonner dessus. Fait que ça va être bienvenu. On va vous envoyer les présentations, dans le fond, la date avec l'endroit, le lieu et tout. Ça devrait être dans la région de Saint-Hyacinthe. Le 8 mai, fait que je fais juste vous annoncer à l'avance la prochaine formation qui va avoir lieu pour tous nos distributeurs. Ça concerne aussi des fois des gérants de ferme. Je sais que ici, il y en a qui sont propriétaires de ferme aussi. Ça peut être des gérants, des superviseurs de ferme. Tout le monde va être le bienvenu si vous voulez être plus à l'aise à comprendre le high touch. C'est bon? Ben alors, je vous remercie beaucoup. On va mettre fin à cette présentation. Puis, si jamais il y a quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, Annick. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Fait qu'on va vous envoyer les infos par email, tout le monde.
Merci. 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 Puis bye. Bye.